Et salut, bienvenue sur Chalobimo. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui a été demandée dans les commentaires par rapport à la gestion des Airbnb. Alors quoi de mieux que de te retrouver directement dans un des appartements qu'on n'a pas eu l'occasion encore de te faire visiter. Donc cet appartement, on va peut-être commencer la vidéo avec, je te fais un petit tour. Alors là actuellement il est 10h, les locataires sont partis, enfin les voyageurs Airbnb, et la femme de ménage viendra dans l'après-midi. Là elle est sur d'autres immeubles sur une autre ville. Voilà, donc je te tourne la caméra. Voilà, alors... Là, tu as la porte d'entrée avec un petit coin bureau. On aime bien mettre toujours un petit coin bureau pour les Airbnb parce que tu as souvent des gens qui sont en déplacement pro, donc ils ont besoin de quoi se poser. Donc là, tu as des meubles typiques Centracor, voilà, qu'on achète en masse, toujours pareil, par 10 à peu près. Ça, c'est un meuble qui doit valoir 29 et quelques euros, voilà, à l'époque. Donc là, à l'époque, on était sur des tonalités bleues. La cuisine, tout équipée. Toujours à peu près le même fonctionnement que l'ensemble des logements. On a toujours un frigo avec une partie congélateur. On met le micro-ondes au-dessus dans le but d'économiser un meuble à micro-ondes dans la cuisine, les hottes indépendantes, le meuble cuisson, la vaisselle, évier en 120. Et après, on a des meubles hauts justement pour ranger vaisselle et nourriture. Et dans les fours, il y a toujours grille et une plaque. Et bien évidemment, je l'avais déjà dit sur un autre sujet, on fait toujours le choix de prendre des fours à chaleur tournante, tout simplement de marque, Electrolux, plaque Schneider. Ensuite, on a en petit électroménager, on a toujours un grille-pain. On a une cafetière Tassimo, une bouilloire en verre. On aime bien toujours mettre des trucs en verre, même si c'est un peu la galère pour le calcaire. Au niveau des cafetières, important, nous, on a fait un choix, c'est d'acheter toujours les mêmes cafetières, c'est-à-dire les Bosch de chez Tassimo, parce que, tout simplement, quand tu as la prestation ménage, tes femmes de ménage ne se cassent pas la tête à savoir quelle dosette il va falloir mettre dans quel appartement, on a toutes les mêmes. Et même pour les SAV, c'est beaucoup plus simple, j'essaye même de prendre les mêmes coloris, parce que quand tu as une cafetière qui est en panne et que tu as passé la garantie légale des 2 ans, et ben souvent, quand j'ai une facture qui est récente avec le même modèle, et ben je fais un SAV sur un modèle qui est encore sous garantie. Donc ça, je l'ai fait pour plusieurs modèles, pour plusieurs choses. Les micro-ondes, c'est pareil, on prend toujours les mêmes. Bon, maintenant, on en a plus, donc on a changé de gamme, mais voilà, je réplique ça pour pas mal de choses. Ensuite, on continue la visite. Donc là, tu avais la cuisine à droite. Nous, on a fait un coin manche debout, parce que ça se valait. On met quelques stickers. On a mis, une lampe de grillé. Il faut que je la change. On a toujours un petit peu des petites décos au mur, voilà, soit des tableaux, soit des stickers. Donc là, ça c'est ma femme qui s'était amusée à coller tous ces petits stickers achetés sur AliExpress. Donc je suis énormément sur AliExpress. Moi, je suis pas un gars qui est sur Temu ou tous ces nouveaux trucs. Je ne bouge pas d'AliExpress. Ensuite, donc le coin TV avec toujours les meubles bas. Là, tu as un meuble bas que j'avais pris sur ID Market que j'ai dû payer à peu près 60 euros. Sincèrement, pas plus à l'époque. La TV Schneider que j'ai payé 200 euros. Ventilateur, 20 euros. Donc le coin télé, l'ancienne cheminée, on lui a donné un petit peu de cachet en la mettant aussi au goût du jour. On a gardé les moulures. Le coin canapé, donc le canapé n'est pas convertible ici. Des fois, c'est des choix un peu qu'on fait parce que je te dis, ça les abîme énormément. Donc ce canapé, je t'en parlerai, je ferai une vidéo canapé parce que c'est un budget énorme et les canapés sont souvent mis à rude épreuve. Et ben là, dans ce cas-là, comme il n'est pas convertible finalement, et ben il s'en sort bien. Donc je suis content de celui-ci. Les autres, je te ferai des vidéos, je vais t'insérer peut-être des photos de l'état des canapés dans lequel on retrouve les apparts. Un tapis qui doit valoir 40 euros chez Action, une petite table aussi basse qui doit valoir une vingtaine d'euros. La déco, on la prend régulièrement en promo quand on tombe dessus. Donc là, vraiment, c'est des babioles. C'est même pas des dizaines d'euros. Des fois, c'est des 2-3 euros pièce. On dépasse pas les 10, 15, 20 euros. Voilà, les lampes, pareil. On avait pris des lampes en masse chez Centracor. Tu les connais, celles-ci, sûrement. J'ai vu un peu chez tout le monde, mais bon, ça fait joli. Donc je te dis, le ménage n'a pas été fait, mais je suis quand même satisfait du rendu. Là, tu arrives dans la salle de bain. Donc nous, toujours meuble haut, machine à laver à disposition en permanence, un bac à douche en 110 par 90, toujours extra plat. On met un rideau ici, ce qui permet d'économiser une cabine de douche. Donc là, on a juste une paroi et ça, c'est pas trop mal. Et le WC suspendu en permanence avec la poubelle, le sac, le panier à linge-sale, l'étendoir parce que ça on te le demande régulièrement, fer à repasser et ses serviettes. Voilà, et table à repasser aussi mis à disposition. Et voilà, on termine par la chambre. Donc là, tu vois, bon, sincèrement, je te montre, on est dans le jus, mais je trouve que ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Des fois, les gens te mettent tout à l'arrache. Bon, nous quand même, on met des consignes.
Je vais te les montrer, les consignes. J'ai déjà dû te les montrer. On demande, donc pour faciliter les femmes de ménage, hop. Donc voilà les consignes. Là, on est pile en face des toilettes. Donc c'est surtout dédié aux monsieur, parce qu'on a forcément une clientèle de monsieur qui est un peu plus importante dans le monde ouvrier. Et voilà, donc on leur demande la plupart du temps quelques consignes lors du départ. On leur demande de rassembler les draps de lit, excepté la laise au pied du lit, de vider les poubelles dans les conteneurs à l'extérieur, de faire la vaisselle, parce que voilà, et d'effacer toute trace des animaux de compagnie quand ils n'ont pas été stipulés lors de la réservation, et surtout de ne pas oublier d'affaires personnelles. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le b.a.-ba qu'on leur demande pour faciliter un peu la vie des femmes de ménage. Après, c'est pas tout le temps respecté. Là, tu le vois dans cette chambre, ça ne l'a pas été. Mais bon, après, ça fait aussi partie du jeu. Hein. Le lit a été laissé tel quel. Et voilà, c'est pas bien grave. Ensuite, dans les chambres, on essaye de toujours mettre une penderie de ce genre qui permet de poser les affaires pliées. Bon, là, ils ont fait un choix. Tu vois, c'est eux qui ont ramené tout ça dans la chambre. C'était pas comme ça. Et des cintres. Alors, les cintres, je travaille dessus. Parce que là, tu peux le voir, c'est dégueulasse. Là, les prochains qu'on va mettre, c'est que des cintres en bois. On a acheté des cartons et des cartons. Je te conseille vraiment de mettre du cintre en bois, d'abandonner le plastique qui casse. La ferraille, j'en parle pas, ça finit toujours comme ça et c'est vraiment dégueu. Donc voilà, le cintre en bois est à privilégier. Donc tu le connais, voilà. Donc ça, j'en ai des cartons et des cartons. Voilà, j'ai terminé la visite. Cet appartement était quand on l'a acheté dans son jus. Et voilà, donc je trouve que le rendu est superbe. Maintenant, abordons d'autres sujets. Je vais me poser par ici. Comment je gère les Airbnb? Alors déjà, je les gère seul. Enfin, seul. Je m'entends. Seul avec les femmes de ménage, bien évidemment, puisque c'est elles les responsables des logements. C'est elles mes yeux. En fait, c'est la prunelle de mes yeux dans le sens où elles sont chargées lors des départs de faire un tour du logement, de surtout vérifier est-ce qu'il y a pas eu de vol, de casse et que les logements étaient rendus de manière quand même correcte. Ça m'est arrivé des anecdotes, il y en a beaucoup. Je pense pas que c'est le sujet de la vidéo, mais si ça t'intéresse, je pourrais faire quelques petits réels avec des anecdotes, insérer des photos parce que j'en ai gardé. Hein. T'as toujours le seul moyen de te faire rembourser par Airbnb en cas de sinistre ou n'importe quelle plateforme de location, c'est les photos et les vidéos. Donc vraiment, n'hésite pas, même aux locataires, quand il n'y est pas, ou aux femmes de ménage, il faut qu'elles te bombardent de photos. C'est la seule preuve que tu peux avoir en cas de dommage. Airbnb est assez réactif sur le sujet. Donc ils appellent ça AirCover. Ils ont une garantie qui est assez étendue. Alors il y a tout un protocole à respecter. Il faut toujours demander un accord amiable avec le voyageur. S'il y a une absence de réponse, tu fais intervenir Airbnb. Et souvent, eux, en fonction des éléments que tu as transmis, prennent en charge ou pas ta demande. Et voilà. Il reste essentiel de conserver tes factures. En cas de dédommagement, on va te les demander, bien évidemment. Donc, comme tu peux le comprendre, les femmes de ménage restent l'élément essentiel dans la gestion du Airbnb. Ensuite, chez moi, il y a une deuxième personne qui est essentielle, c'est mon assistante qui travaille à distance depuis Madagascar là-dessus. C'est-à-dire, c'est elle qui s'occupe de répondre à tous les commentaires Airbnb, de créer les commentaires, justement aussi de répondre aux demandes écrites des voyageurs pendant le séjour, avant, après le séjour. Voilà, elle s'occupe uniquement de la plateforme. Alors, elle fait pas que ça, hein, mais là, actuellement, je te parle d'elle pour cette partie-là, parce que pour moi, elle est essentielle. C'est très, très chronophage, hein, il faut pas se le cacher. Et voilà. Donc, cette dame, si tu ne l'as pas, au début, c'est toi. Mais moi, actuellement, ça fait une gestion de 25 logements sur Airbnb, sur 2 villes séparées. C'est autant des appartements que de maisons. Donc, voilà, ça reste quasiment le même travail. La seule nuance, finalement, elle est que quand tu as une personne qui gère pour toi Airbnb, voilà, elle travaille pas les samedis dimanches, donc les samedis dimanches, tu es quand même obligé de garder un œil en permanence sur ton téléphone et sur les notifications. Donc l'assistante à distance est très important pour moi. Et de plus, c'est elle aussi qui s'occupe de faire les réclamations auprès d'Airbnb lors de l'envoi et du transfert des photos sur WhatsApp. Elle s'occupe de faire vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir déclarer, on va dire, un sinistre entre guillemets. Ensuite, cette assistante aussi, initialement, lorsqu'on a terminé la rénovation des logements et qu'on a fini l'ameublement, moi, je prends les photos. C'est une partie qui me booste bien, donc je viens avec tout un attirail, avec des assiettes, des bols, enfin vraiment de la belle vaisselle. Je viens avec de la déco aussi que je prends des fois chez moi ou qu'on a à disposition pour faire ces photos. Et donc, je fais un shooting dans le logement et je mets une mise en valeur
énorme du logement. Sincèrement, il faut le faire, c'est une obligation. Les photos, on pourra en faire une vidéo à part, hein, avec les astuces de la photographie. Si tu te sens pas de le faire, eh ben tu fais appel maintenant à un photographe qui se déplace et qui ont l'habitude de faire des shootings pour des logements. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu trouves maintenant n'importe où, dans n'importe quelle ville, je pense. Voilà. Bon, moi, je l'ai gardé cette partie parce que j'aime bien le faire. J'ai déjà eu des échanges et voilà, j'ai eu fait pareil que les personnes à qui j'avais confié la tâche. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Ensuite, une fois que tu as tes photos, eh ben, pour ma part, j'ai eu créé mes premières annonces avec ma femme seule. On les a fait, on crée les annonces. Alors, on donne des titres assez nominatifs au logement. Tu vois, on va éviter de dire studio en hypercentre. On va leur donner des noms, je sais pas moi, studio, cosy et charmant, plein centre de telle ville. On a donné aussi, là, on est dans cet appartement, il s'appelle le Libertin. Donc le Libertin, pourquoi? Parce que le canapé donnait un peu un esprit baroque. On était dans un espace ouvert. Voilà, tu peux l'interpréter comme tu veux, mais on l'a appelé le Libertin. Et voilà, l'appartement du dessous s'appelle le Bellevue, parce qu'on est au 2e étage, on a quand même une belle vue sur la rue. D'ailleurs, je te montrerai la vue après si tu le veux. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on essaye toujours de mettre en avant et que les gens surtout retiennent le nom des logements. Voilà. Ensuite, la création d'annonces, maintenant, c'est terminé par mon assistante. C'est-à-dire, c'est elle qui crée les annonces. On part ensemble sur des bases communes. Donc, au début, je commence à créer l'annonce. On les duplique parce que souvent, nous, nos logements sont des copies conformes, hein, selon les étages. Et donc, on les duplique. Après, par contre, les photos, faut qu'elles soient vraiment différentes. Ça aussi, ça m'a causé du tort. J'ai dû supprimer des annonces parce qu'on avait utilisé les mêmes photos. Donc, important, chaque appartement a forcément une différence, a forcément des angles de vue différents. Et ben, il faut que tu fasses des photos différentes pour chacun de tes apparts. Quand tu commences avec Airbnb, tout simplement, tu as la tarification intelligente. Donc, déjà, tu as la réservation instantanée et la tarification intelligente. Ces deux éléments sont, on va dire, la clé du succès, sont la clé de ton taux de remplissage. Il est évident que tu ne peux pas dire je ne veux pas de réservation instantanée parce que ça marche beaucoup comme ça. Les gens n'ont pas envie d'attendre ta réponse. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que pour ceux qui ont peur, ils veulent faire une sélection sur les locataires, on ne peut pas forcément. Mais en tout cas, c'est un bon moyen, en tout cas au niveau de l'algorithme, de remonter ton annonce. Et au niveau de la tarification intelligente, le logiciel va demander un prix minimal et un prix maximal. Donc maximal, t'en mets pas quasiment. Et le prix minimal fait que, en fonction de la demande, il ne descendra jamais plus bas que ce prix que tu as défini. Donc là, sur ce logement-là, j'ai quand même fait le choix d'aller jusqu'à 27 euros. Avant, j'étais à 25. Donc ça veut dire que quand on est en période morte ou creuse, eh ben le logiciel va baisser jusqu'à 25 pour quand même solliciter et promulguer l'annonce. Voilà, donc ça c'est un élément qui est assez optimal, ton taux de remplissage. Donc justement, au niveau du taux de remplissage, je pense, je l'ai regardé, il faudrait que j'aille voir dans Airbnb, tu as un onglet qui s'appelle Performance. Concrètement, nous actuellement, on est presque à la dernière fois que j'ai regardé, donc tu as différents choix, tu as soit les 7 derniers jours, les 15, le mois, ou alors tu as les 365 derniers jours. Donc moi, je regarde toujours la dernière année en cours. On était à plus de 6000 nuitées, je crois. Ouais, 6000 nuitées de louer. Là, je parle que d'Airbnb parce que nous, on fonctionne aussi en direct maintenant. Donc ça, on en parlera juste après. Et au niveau du taux de remplissage, on est à plus de 80%. Voilà. Sur des villes de petite échelle comme les nôtres, franchement, c'est quelque chose de très correct. Quand je fais le tour des banques, ils sont très étonnés de ça parce qu'ils ont du mal à comprendre comment des villes comme ça peuvent autant fonctionner avec du Airbnb. Tant les chiffres parlent d'eux-mêmes et le taux de remplissage aussi parle de lui-même. Et quand je dis 80%, finalement, ce n'est que la référence d'Airbnb. C'est-à-dire que quand je bloque le planning pour pouvoir faire rentrer un locataire en direct, à ce moment-là, il en tient pas compte. Donc moi, je l'ai jamais réellement calculé, je le ferai. C'est un nouveau calcul à faire qu'il faut que je fasse faire ou que je délègue, mais ça serait intéressant de le savoir. Donc, comme tu as pu le comprendre, la charge la plus coûteuse dans les logements Airbnb, ça reste le chauffage. Parce que tu as des gens, des locataires qui vont surchauffer, sous-chauffer, qui vont chauffer fenêtre ouverte, qui vont partir et laisser les chauffages ouverts toute la journée. Voilà, chacun, comme ils payent eux leur séjour, ils s'en fichent un peu. Par contre, toi, c'est pas la même quand tu reçois tes factures. Donc je lutte au quotidien là-dessus, mais tu peux pas non plus dire aux gens, ça fait un peu crevard, hein, toujours dire faites attention au chauffage, pensez à le baisser, tout ça, tout ça. Sauf si un jour forcément tu passes, quand tu es en plein hiver qui fait moins 10 fenêtres ouvertes, tu l'appelles et bon, tu lui dis écoutez, je vois que les fenêtres sont souvent régulièrement ouvertes, est-ce que vous chauffez pas? Enfin voilà, ça permet déjà d'amorcer une discussion, mais tu ne peux pas laisser de messages de partout, baisser les chauffages, les stimuler là-dessus parce que ça fait vraiment crevard et ça risque de ressortir dans tes commentaires. Donc voilà au niveau des charges. Ce que je peux t'en dire, mais tu ne peux pas forcément répercuter tout ça en tenir compte dans le prix de tes nuitées. Il faut penser de manière globale et ensuite, à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, on va en arriver à cette partie-là.
souvent quand même tu restes gagnant bien évidemment, sinon ça vaudrait pas le coup de faire tout ça. Et pour notre part, ça vaut quand même le coup puisque le cash flow a toujours été positif depuis, enfin ultra positif. Hein. Quand je dis positif, c'est vraiment vraiment positif. Tout simplement parce que c'est connu dans l'immobilier, plus tu gères d'emmerdement et plus ça rapporte. Donc en effet, ça me demande du temps. Ça nous demande une charge mentale, ça demande de travailler avec des différentes personnes, mais par contre, ça paye beaucoup mieux que de faire de la location nue, ça on n'en parle pas. Fiscalement parlant, c'est aussi intéressant et ça rapporte aussi plus que de faire du loueur meublé classique avec de l'étudiant. Par contre, c'est vrai que c'est, je te dis, plus chronophage et vraiment un peu plus prise de tête parce que tu es sollicité, tu as régulièrement des problèmes, que ce soit de plomberie, des problèmes de serrures qui s'ouvrent pas, de serrures cassées, de fours qui marchent pas, la vaisselle aussi qui est défaillant, télé qui marche pas, enfin bon, t'as plein de choses qui te prennent la tête. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et encore une fois, j'ai aussi toujours des personnes avec qui je travaille. Donc, je me suis installé là et comme je te le disais, oui, en effet, gérer du Airbnb, ça vaut le coup puisque, comme je te l'explique, tu gères des emmerdements, donc ça a un certain coût. Après, je pense pas qu'on fera ça toute une vie. Sincèrement, tu le fais au début pour pouvoir un peu potentialiser tes revenus, augmenter ton chiffre d'affaires au niveau des bilans et pouvoir réinvestir régulièrement. Après, il faut diversifier, donc je pense qu'on va tendre aussi à passer des logements qui sont en Airbnb, les remettre en loueur meublé classique, hein, tu vois, justement pour un peu diversifier et avoir des gens aussi de manière chronique dans les logements. Nous, ce qui nous intéresse dans le Airbnb, c'est 3 points. C'est le premier, c'est que tu as des gens toute l'année, mais c'est surtout des séjours qui permettent de rentrer dans les logements régulièrement, voir si tout va bien, savoir que tes loyers sont payés parce que tu es payé via Airbnb et tu récupères le logement, je te dis, de manière chronique justement pour pouvoir réparer au fur et à mesure ce qui va pas. Deuxième point qui est intéressant, c'est que l'été, tu arrives à booster ta rentabilité. Nous, on est sur une région qui est très touristique l'été. On a beaucoup de monde qui vient pour des sports aquatiques, pour des sports aériens, pour de la via ferrata. Enfin, on a des randonnées, on a des circuits immenses de sorties en extérieur. Donc voilà, ça c'est des choses qui ramènent une clientèle en plus. On n'est pas sur le bord de mer, hein, donc tu as des clients corrects. Voilà, c'est des familles, c'est des personnes qui ont la quarantaine, cinquantaine, des gens respectueux, j'ai envie de dire. Et tu n'as pas non plus de désagréments dans les logements. On a rarement eu, franchement, du tapage nocturne. On a rarement eu des saccages. On en a eu quelques-uns, mais voilà, c'est vraiment infime comparé à ce que par rapport au nombre de nuitées plutôt. Donc voilà, nous c'est un point aussi qui est très positif pour nous, c'est qu'on a une clientèle qui est superbe, voilà, qui est superbe comparée à des locataires qu'on pourrait avoir dans le secteur où on est. Parce qu'on n'est pas non plus à l'année, on est sur des locataires, je pense, qui ont des revenus modérés, voilà, des classes socio-professionnelles modérées aussi. Donc tu peux avoir quelques désagréments, je pense, à la longue. Mais en tout cas, une fois que tu as fait ton choix de locataire, parce qu'on en a eu de la location meublée, on en a fait un moment, une fois que tu as bien sélectionné ton locataire, suite à différents critères, et ben souvent tu es tranquille aussi. Donc l'automatisation, c'est quelque chose qui est très important sur Airbnb, parce que c'est un élément qui va te permettre de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi, parce que ça t'évite de réécrire les mêmes choses en permanence. Donc nous, on a un process qui est assez carré. Il faut aussi connaître les limites de l'automatisation et surtout les défauts, enfin les points négatifs de tout ça. Au début, nous, on commençait juste avec des messages de bienvenue. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a réservé, on mettait tout de suite après un message en souhaitant la bienvenue dans le logement, en rassurant la personne, en lui expliquant que les indications lui seront envoyées le matin même de son arrivée. Tout ça pour des raisons de sécurité. Moi, j'ai toujours eu une crainte, c'est d'envoyer les indications trop tôt et que les gens, justement, se permettent d'arriver la nuit précédente, par exemple. Donc, on a toujours fait en sorte d'envoyer les messages le jour même. Bon, jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème, mais voilà, tout le monde ne comprend pas. Voilà, donc ce premier message d'accueil. Ensuite, dans la foulée, souvent, on envoie les codes Wi-Fi, ce qui permet que les gens soient rassurés, ils ont déjà ce qu'il leur faut. Dans ce message d'accueil, on leur dit aussi, mais je pense qu'on pourra si ça t'intéresse, on va te mettre un Word avec les messages d'accueil que nous, on propose. Ça te permet de les télécharger et ensuite, tu te casses pas la tête, tu peux mettre la même chose. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez basique, mais franchement, c'est plusieurs années de travail sur ces messages parce que c'est une finesse dans l'écriture. Il faut pas brusquer les gens quand tu leur demandes des choses, il faut pas les agresser, pas non plus être trop cool parce que si tu vas trop cool, et ben c'est pas respecté. Et surtout, la longueur du message est importante. Plus c'est long, moins les gens respectent ce que tu dis parce que trop d'infos tue l'info. Donc voilà, ça c'est des choses que tu pourras récupérer en téléchargeant directement le document. Ensuite, ce message de bienvenue est envoyé. Le lendemain, le jour de l'arrivée, à 7h pile, nous, tous les messages partent pour des arrivées à 10h. Donc là, tu as un message qui te dit l'adresse,
qui te dit tous les codes d'accès, les codes portes, comment accéder au logement, où te garer, s'il faut payer le stationnement, s'il faut pas le payer. Voilà. Et après, le lendemain de leur arrivée, on envoie un message le matin vers 10 heures en leur demandant comment s'est passée la première nuit. Bonjour, salut. Enfin, je crois que je suis un peu plus cordial. Je dis bonjour, pas salut tout de suite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que la première nuit s'est bien passée. Avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous besoin de me contacter? Voilà, on sollicite un petit peu, mais avec des pincettes. Hein. Et ensuite, voilà, on attend un retour de leur part. Tu as beaucoup de gens qui te répondent. Donc tout ça, ça repart. C'est de nouveau les assistantes qui le gèrent. C'est-à-dire c'est elles qui s'occupent de lire le message qui a été retranscrit. Et elles communiquent directement avec les femmes de ménage quand c'est des oublis. Par exemple, je sais pas, il manque un torchon, il manque du café, il manque de l'huile. Ça, c'est elle qui te le transmet directement à l'assistante. Là, je te parle d'un process quand tu as plusieurs logements. Hein. Mais le but, hein, si tu nous suis, c'est d'investir sur un immeuble et c'est d'avoir plusieurs logements. Donc, c'est des process sur lesquels il faut que tu puisses gagner du temps. Voilà. Et ensuite, ça s'arrête là. S'il n'y a rien à dire, pas plus. Le séjour se passe, donc qu'il dure une nuit ou deux ou trois jusqu'à une semaine. Il n'y a pas plus. Quand c'est des séjours très longs, c'est moi-même qui les appelle pour leur demander si tout va bien. Quand c'est des séjours d'un mois, par exemple, leur demander s'ils veulent qu'on leur change les draps, s'ils veulent qu'on leur envoie la femme de ménage pour faire un point dans le logement selon s'ils sont trop occupés ou pas. Ça, je le fais au bout de 15 jours. Sinon, la veille du départ, tu reçois un message aussi sur Airbnb te disant que ton séjour arrive à terme. On te demande gentiment de vider tes poubelles. En fait, ce que tu as dans les affiches, on leur demande directement. C'est-à-dire le matin du départ pour 10 heures, on répète l'heure à nouveau parce que ça aussi les départs c'est très compliqué, l'heure de départ. Donc on répète l'heure de départ, on leur explique où sont les poubelles. Malgré tout, je mets des affichages avec des plans pour qu'ils trouvent les poubelles. Ensuite, on leur demande de faire la vaisselle, on leur demande d'enlever leurs draps, de tout mettre, de tout rassembler dans un coin dans l'appartement. Voilà, tout ça dans un but de faciliter la femme de ménage, pas faire leur boulot. Alors, on a eu des gens qui perçoivent très bien ce message et d'autres qui te disent, mais attendez, je paye des frais de ménage, si c'est pour que je fasse le ménage à sa place. Bon, faut pas tout amalgamer. Là, souvent, tu prends le temps de répondre, tu expliques. Hein, il faut expliquer aux gens que ça n'a rien à voir. Que le ménage, c'est vraiment laver les sols, c'est récurer les toilettes, c'est laver les parois de douche, c'est nettoyer les siphons. Voilà, ça, c'est du ménage, aspirateur, voilà, serpillère, tout ce que je viens de te dire. Par contre, de faire sa vaisselle, c'est pas une boniche. Donc, chacun fait sa vaisselle, c'est un minimum. On vide ses poubelles parce qu'on trouve des choses dans les poubelles des fois irrespectueuses, inconvenables, enfin ce que tu veux. Donc voilà, je demande aux gens de vider leurs poubelles. Et les draps, c'est tout simplement pour une question d'ergonomie, de dos. Voilà, on est tous humains, on a tous un dos en vrac pour la plupart. Donc moi le premier. Et voilà, ça franchement, ça économise sur le dos des femmes de ménage et je trouve que c'est important et c'est un signe aussi de respect pour elles parce que le mec il le fait qu'une fois en partant alors qu'elle le fait vraiment toute la journée. Et franchement, je comprends même pas que les gens des fois rechignent à le faire. Sincèrement, je comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour l'automatisation. J'ai oublié un message. Le départ s'effectue et le lendemain du départ, souvent ouais le lendemain, c'est un message un petit peu très très cordial en répétant de nouveau merci de votre passage, vraiment merci de nous avoir fait confiance. On met en avant qu'on est toujours présent sur les secteurs, donc on dit les deux villes où on travaille. On leur demande de bien garder nos coordonnées. S'ils ont besoin de revenir, ils n'hésitent pas à nous appeler en direct ou passer par Airbnb, c'est comme ils le souhaitent. Moi, ça me revient en même. Mais en tout cas, voilà, on insiste sur ce côté-là, fidélisation. Et à la fin, on leur demande bien évidemment une évaluation avec des 5 étoiles. Ce qui est important chez Airbnb, c'est les étoiles et non pas ce qui est écrit. Sincèrement, c'est les étoiles qui vont faire que ton annonce avec les algos va remonter ou va tout en bas de la page. Ça, c'est important. Donc, on essaye de faire une petite éducation des fois en disant que le 5 étoiles, si ton séjour s'est bien passé, ne mets pas 4 étoiles parce que 4 étoiles pour Airbnb, c'est considéré comme un séjour qui s'est mal passé, sincèrement. Vraiment, j'insiste. Et non pas comme ça, c'est un conseiller Airbnb qui me l'a dit. Un 5 étoiles, par contre, ça s'est bien passé. Ils ne voient pas l'excellence, mais ça s'est bien passé. Donc, tu essayes toujours de stimuler les 5 étoiles sans faire aussi trop crevard. Mais par contre, tu diras que toi, tu as été satisfait de leur passage. Hein, faut être sûr de ton coup et de dire que tu laisseras 5 étoiles pour l'avenue du voyageur. Tu vois, c'est un peu donnant-donnant. Donc, on va conclure. Le mot de la fin est que avec Airbnb, tu peux gérer ça tout seul, mais il faut avoir des outils. C'est-à-dire que il te faut de l'aide, que ça soit à distance, physiquement parlant, du soutien. Il te faut de l'aide. Tu ne peux pas arriver à gérer un appartement, 2, 3, 4, 5. À mon avis, c'est faisable. Mais quand tu as un panel assez important, il faut que tu trouves des méthodes. Donc, pour ma part,
enfin, pour notre part, nous avons fait un choix qui était de ne jamais faire appel à de conciergerie. On aurait pu être une conciergerie à nous seuls. Et d'ailleurs, à l'époque, Yousra a ouvert une conciergerie parce qu'elle s'était lancée dedans. Puis après, on a arrêté parce on s'était recentré sur l'activité immobilière. Mais cette conciergerie, avec du recul, on aurait dû la conserver pour pouvoir gérer nos propres appartements. Après, c'est vrai que tu fais des transferts d'argent d'un côté et de l'autre pour pouvoir un peu alimenter telle structure payée par une autre structure. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on a eu en tête. On ne l'a pas fait parce que voilà, ça s'est passé de manière autre. Mais sache que la gestion Airbnb est faisable seule jusqu'à 25 logements. Euh, c'est possible. Avec de l'aide, hein, j'insiste, avec de l'aide en permanence au quotidien. Mais en tout cas, pas besoin de perdre des coûts énormes dans des conciergeries parce que c'est quand même un coût qui est assez important. Et nous, sur un secteur qui est assez tendu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a des prix qui ne sont pas non plus très très élevés à la nuitée, et ben finalement, on viendrait à perdre énormément sur le cash flow. Voilà. Donc sur ce, je te dis à bientôt. N'hésite pas de nouveau à t'abonner, à liker si ça t'a plu, si ça t'a permis d'avoir quelques conseils, ne serait-ce que un qui te serait utile. N'hésite pas à partager aussi et à télécharger notre liste Word.